Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, mesdames, nous accueillons ce matin Laurence Pécaud-Rivolier, membre du Collège de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Nous vous remercions pour votre présence parmi nous ce matin. Nos travaux en cours, à la fois sur la place des femmes dans l'univers du jeu vidéo et sur la montée des mouvements et réseaux masculinistes, ont mis en évidence un constat commun, celui du rôle des plateformes numériques dans la diffusion de discours sexistes, masculinistes ou haineux à l'égard des femmes et plus largement dans l'évolution des formes contemporaines de violence en ligne, dont le cyberharcèlement de masse. Or, l'Arcom est un acteur majeur de régulation d'un espace numérique en recomposition permanente où s'intensifie la circulation de contenus toujours plus clivants et problématiques. L'actualité récente illustre d'ailleurs très concrètement les défis auxquels la régulation est aujourd'hui confrontée. Un podcast, 10 000 pas, diffusé sur plusieurs grandes plateformes de streaming par un influenceur, Raptor, aux propos ouvertement sexistes, homophobes et racistes, fait actuellement l'objet d'une instruction par l'Arcom. Cette situation révèle à la fois la circulation massive de ce type de propos et leur grande accessibilité, y compris pour les plus jeunes, et les limites persistantes des outils juridiques existants lorsque ces contenus ne relèvent pas des formats audiovisuels traditionnellement régulés. Nos auditions sur le masculinisme l'ont montré avec constance. La question est non seulement celle de l'existence de contenus problématiques en ligne, mais aussi celle des mécanismes qui en favorisent la diffusion et la visibilité. Les logiques d'amplification algorithmique, structurées par l'économie de l'attention, tendent à valoriser les contenus les plus polarisants. Cette dynamique interroge directement la capacité des outils actuels de régulation à prévenir la banalisation de la montée de ces discours et leur diffusion de masse. En matière de cyberharcèlement, nous avons auditionné des streameuses qui ont décrit avec précision l'ampleur des violences dont elles ont été la cible. Le témoignage d'Ultia nous a particulièrement marqués. Après avoir dénoncé des propos sexistes lors du Z-Event en 2021, elle a subi des raids de haine massifs mêlant insultes, menaces et harcèlement coordonné. Certes, l'entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques constitue une étape importante en imposant aux plateformes des obligations de transparence, d'évaluation des risques systémiques et de mise en œuvre de mesures correctrices. Pour autant, malgré ces avancées, le constat que nous faisons est celui d'une effectivité insuffisante des règles de droit face à une impunité en ligne qui reste trop souvent la règle, alimentée par le pseudo-anonymat. C'est pourquoi plusieurs interrogations majeures demeurent sur lesquelles vous pourrez nous éclairer. La première concerne l'effectivité réelle de la régulation. Les plateformes disposent de leviers importants pour limiter la diffusion de contenus manifestement illicites ou préjudiciables, suspension de compte, restriction de fonctionnalités, démonétisation, modification des systèmes de recommandation, etc. La question est désormais de savoir dans quelle mesure ces outils sont effectivement mobilisés et quelle est leur efficacité. Le cadre européen consacre en outre des droits nouveaux pour les utilisateurs, tels que le droit au signalement et le droit au recours contre les décisions de modération, trop souvent automatisées, ainsi qu'un impératif accru de transparence concernant les systèmes de recommandation algorithmique. Là encore, ces avancées posent la question de leur mise en œuvre concrète et de leur impact réel sur la protection des publics. Au-delà de cette question d'effectivité se pose celle du périmètre même de la régulation publique. Le principe du pays d'origine, qui confie la compétence principale au régulateur de l'État membre d'établissement de la plateforme, soulève la question de la marge d'action des autorités nationales face à des phénomènes affectant directement notre territoire, notamment concernant la diffusion de contenus et discours masculinistes. Cette réflexion conduit également à s'interroger sur la place des influenceurs lorsque leur audience devient comparable à celle des médias audiovisuels. Elle se pose aussi dans l'univers du jeu vidéo lorsqu'il devient un espace social à part entière. La distinction entre jeux qualifiés de plateformes en ligne et ceux qui n'entrent pas dans ce cadre interroge la cohérence de la régulation, notamment au regard de la protection des mineurs et de l'adaptation du système PEGI. Elle invite également à examiner les conditions d'une protection effective des plus jeunes, qui suppose à la fois des dispositifs fiables de vérification de l'âge et un renforcement des outils d'accompagnement parental.
Se pose enfin la question des moyens et des capacités d'action de l'Arcom. L'extension du périmètre de la régulation, l'accroissement du nombre d'acteurs numériques et la complexité croissante des environnements en ligne posent la question de l'adéquation des ressources disponibles et de leur allocation. Plus largement, c'est l'architecture globale de l'action publique qui est en jeu. La lutte contre la haine en ligne mobilise une pluralité d'acteurs, dispositifs de signalement des plateformes, régulateurs, services d'enquête, autorités judiciaires, dont la coordination conditionne l'efficacité globale de la réponse publique. Et plus que la coordination, je dirais la formation également. La lisibilité de cette organisation constitue un enjeu de confiance pour les citoyens comme pour les victimes. Le rapport de la mission de Laporte-Vogetta sur l'influence et les réseaux sociaux préconise ainsi de travailler à la construction d'un espace national de signalement lisible et connu du public. Vous pourrez nous éclairer sur le rôle spécifique de l'Arcom dans cette architecture globale et nous indiquer s'il est légitime d'attendre de votre institution qu'elle assume pleinement l'ambition d'être la tour d'aiguillage de la protection des citoyens dans l'espace public. Avant de vous céder la parole, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur les sites et les réseaux sociaux du Sénat. Je laisse donc maintenant la parole à Laurence Pecot-Rivolier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir proposé à l'Arcom de participer à cette audition qui est évidemment importante pour nous puisqu'elle touche au cœur de nos attributions et que votre discours montre à quel point les problématiques que vous avez évoquées sont les nôtres, d'où le risque un peu déceptif d'ailleurs de notre audition puisque nous n'aurons évidemment pas réponse à tous vos sujets d'alerte qui sont également les nôtres et sur lesquels nous travaillons. D'abord, pardonnez-moi, je suis accompagnée aujourd'hui par Lucille Petit, qui est directrice des plateformes en ligne, et par Géraldine Van Hil, qui est chef du département cohésion sociale, donc qui travaille sur ces problématiques avec moi. Vous l'avez dit, la question de la régulation des réseaux sociaux, cet espace incroyable de liberté, mais en même temps, cet espace incroyable de véhicules de haine en ligne est un enjeu fondamental de notre société aujourd'hui. Et la question de la limitation de la frontière entre liberté d'expression et limitation de ces abus est extrêmement prégnante, extrêmement forte, très difficile. Elle a toujours été une question clé dans la régulation de l'Arcom vis-à-vis des médias traditionnels, mais aujourd'hui, elle se pose avec une acuité encore différente et avec des moyens d'action qui ne sont plus du tout les mêmes. Sur le fond, la question de la frontière entre liberté d'expression et limitation des abus, et notamment des contenus illicites, elle n'est pas si différente de la manière dont elle se pose habituellement. Et il y a une phrase qui a beaucoup circulé au moment de l'intervention des premiers éléments de régulation des réseaux sociaux: ce qui est interdit hors ligne est interdit en ligne. Et c'est une phrase très forte qui montre bien ce qu'est la régulation. Mais néanmoins, elle a un petit écueil, c'est son a contrario, c'est-à-dire ce qui n'est pas interdit est possible. Et c'est évidemment un a contrario qui prend toute sa dimension dans les domaines que nous étudions aujourd'hui, qui est celui de la haine en ligne et plus particulièrement des propos sexistes et masculinistes, avec la résurgence dans ce domaine-là d'une zone grise particulièrement difficile à traiter quand on est sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, toute la question de contenus qui peuvent, hors contexte, ne pas sembler directement manifestement illicite, mais en contexte, finalement le devenir, est une problématique à laquelle on est confronté journalièrement et on va y revenir puisque nous avons justement réalisé une étude sur les propos sexistes et masculinistes en ligne qui sera publique le 12 mars. Donc qui est en cours de finition actuellement, mais qui nous a fait pointer encore plus du doigt ce que vous avez mis en avant sur cette difficulté d'identification, mais en même temps l'importance de le faire tant la question est prégnante sur les réseaux sociaux que nous avons étudiés.
La difficulté est donc sur les moyens d'action. Contrairement à ce qui se passe sur la régulation des médias traditionnels, nous n'avons pas ici des acteurs qui sont implantés en France. Nous n'avons pas ici des acteurs qui tiennent leur fréquence de la puissance publique, donc envers lesquels nous pouvons avoir l'exigence de conventions et d'engagement. Nous n'avons pas des acteurs qui éditorialisent leur contenu, donc qui sont en capacité de vérifier amont tout ce qui va sur leur contenant. Tout le principe d'Internet et des plateformes en ligne, c'est de laisser une liberté à ceux qui interagissent et par conséquent, cette difficulté très très forte de la modération hantée par rapport aux médias traditionnels. Et puis surtout, nous avons des milliards de contenus, donc évidemment, on n'est pas du tout dans la même capacité d'intervention que vis-à-vis des médias traditionnels. Donc le choix qui a été fait, c'est de se référer à une régulation européenne, et c'était le meilleur choix qui pouvait être fait, parce que vis-à-vis de ces acteurs, nous n'avions absolument pas la capacité, chaque pays indépendamment, d'interférer et de venir exiger des plateformes en ligne un certain nombre d'obligations qui seraient différentes d'un pays à l'autre et pour lesquelles chacun essayerait d'avoir son bras de fer qui probablement serait voué à l'échec. Donc le niveau européen est à l'évidence le bon niveau. Vous l'avez dit, il a tout de suite une contrepartie qui est qu'il empêche chaque pays d'avoir son propre niveau d'intervention et ça se répercute notamment sur deux problématiques. La première chose, c'est qu'en allant vers la régulation européenne, on s'engage à ne pas avoir un système de régulation des plateformes qui soit différent de celui que l'Europe a décidé, donc de ne pas augmenter notamment les obligations qui pèsent sur les plateformes par rapport à ce qui est prévu par le DSA ou RSN. Et deuxièmement, il repose sur le principe du pays d'origine, qui fait que c'est le régulateur du pays dans lequel est implantée la plateforme qui a la main pour intervenir en direct. Et il se trouve que dans ce système de pays d'origine, la France n'est pas celle qui peut intervenir le plus directement, puisque nous n'avons chez nous que très peu de plateformes, et encore moins de plateformes qui posent vraiment difficulté, et que de ce fait, par le système européen, ceux qui ont la main, c'est d'abord l'Europe pour les très grandes plateformes, et puis ensuite plutôt des pays comme l'Irlande, mais aussi comme Chypre, comme Malte, ce qui évidemment nous pose un certain nombre de difficultés. Néanmoins, nous croyons très fortement à cette régulation européenne qui repose sur un système qui est de demander aux plateformes d'auto-évaluer les risques qu'elles génèrent, de mettre en face les moyens qui peuvent permettre d'y remédier le mieux possible, ce sont des obligations de moyens, et de faire toute transparence sur ces deux obligations, c'est-à-dire à la fois sur les risques qu'elles génèrent, notamment au moyen des rapports de transparence, et sur les moyens qu'elles ont mis en face pour y remédier. Tout ça est en train de se mettre en place progressivement. Nous avons eu les premiers rapports de transparence qui montrent qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment dans le domaine de la haine en ligne, qu'en face, il y a un système de modération qui fait qu'il y a quand même des millions de contenus qui sont enlevés par les plateformes, mais qu'il en reste. Et ces premiers rapports de transparence, jusqu'à présent, étaient un peu libres de la part des plateformes en ligne. Donc, nous n'avons pas eu toutes les indications que nous souhaitions avoir, et notamment la possibilité de comparer sur des bases comparables. Nous aurons les prochains rapports de transparence dans les jours qui viennent, cette fois avec des lignes directrices qui ont été posées par la Commission européenne, et donc nous devrions pouvoir avoir un peu plus d'éléments pour répondre très concrètement aux questions que vous avez posées. Sur le chantier haine en ligne, que fait donc l'ARCOM concrètement, une fois que j'ai dit que, a priori, nous avions cette manière d'agir dans la régulation européenne? D'abord, très clairement, elle n'agit pas sur les contenus. Nous n'avons pas compétence pour intervenir concrètement sur les contenus. S'il y a des contenus illicites, ça relève
du juge judiciaire. Mais nous avons cette compétence du juge judiciaire. Mais nous avons cette compétence pour aller voir dans les rapports de transparence et dans les discussions que nous avons avec les plateformes s'il y a un problème global, comment il est réglé par les plateformes, et si nous identifions qu'il n'est pas réglé à hauteur de ce qu'il devrait l'être, nous avons une possibilité d'intervention directement sur les plateformes qui ont leur domicile sur le territoire national. Et nous avons la possibilité, que nous avons commencé à utiliser, d'établir des rapports de manquement que nous envoyons aux régulateurs compétents sur les plateformes qui ne sont pas situées sur le territoire national. Et nous avons un certain nombre d'exemples d'actions que nous avons commencé à mener. Tout ça est en train vraiment, encore une fois, de se mettre en place. Par exemple, sur la plateforme TikTok, sur d'autres plateformes sur lesquelles nous constituons des dossiers dans la mesure de nos moyens et de nos capacités pour les envoyer aux régulateurs nationaux. Par ailleurs, nous avons comme compétence de désigner les signaleurs de confiance. Ces signaleurs de confiance qui ont pris une place absolument essentielle dans le dispositif, puisque c'est eux qui sont l'intermédiaire entre le citoyen et les plateformes, avec une capacité, parce qu'ils savent identifier les contenus manifestement illicites. Et ça s'apprend, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Ils ont donc cette capacité de s'adresser directement aux plateformes et de les obliger soit à retirer immédiatement les contenus qu'ils ont signalés, soit à dire pourquoi ils ne les retirent pas. Nous avons désigné 8 signaleurs de confiance à ce jour, avec un certain nombre de difficultés que je vous dis d'emblée. Première difficulté, pour être signaleur de confiance, pour l'instant, il n'y a pas de financement qui est prévu. Donc, comment sont rémunérés les signaleurs de confiance ? Les signaleurs de confiance, il n'y a aucun financement qui est prévu. Et en plus, on leur interdit, ce qui est parfaitement sain, d'être financés par les plateformes, ce qui était un peu le système qui préexistait au RSN. Donc, les premiers signaleurs de confiance qui n'avaient pas ce nom-là, qui sont apparus dans l'histoire, en fait, ils se sont constitués avec un système de financement que prenait en charge l'intégralité des grandes plateformes. Voilà. Or là, évidemment, avec le nouveau système, on leur dit vous ne devez pas être majoritairement financé par les plateformes en ligne parce que vous devez être indépendant, mais on leur dit pas comment ils peuvent être financés. On leur dit qu'évidemment, les citoyens ne doivent pas avoir à payer pour faire des signalements, c'est tout le système. Donc nous avons un trou dans la raquette qui est phénoménal. Ça ne nous a pas empêché, et c'est le seul pays qui a réussi à le faire, d'avoir 8 signaleurs de confiance, parfaitement de confiance, que nous avons pu agréer avec notamment 2 très grandes associations nationales que sont Point de Contact et e-Enfance, qui nous ont permis de tout de suite agir et de tout de suite avoir une action, mais qui sont en difficulté, qui le disent, et qui, et si on n'arrive pas à avoir ce problème de financement, on va... Juste, Point de Contact a un financement européen, malgré tout. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être soit un financement européen plus global, soit après être aidé par les différents pays, mais... Alors, tout à fait. Pour l'instant, les très grandes associations Point de Contact et e-Enfance sont des systèmes de financement, notamment européens, notamment par rapport à des mécènes qui se mettent en place. Mais ils vont vite arriver à un point de difficulté si ça n'est pas prévu. Par ailleurs, les autres associations qui se sont présentées sont des associations des secteurs assez différents qui sont financées parce que c'est des associations qui œuvrent dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. Je pense à la LICRA, je pense au CRIF, je pense à... Nous n'avons pas d'association de lutte contre les propos sexistes et masculinistes ou tout simplement féministes, pour dire ce qui est. Parce que, en fait, quand nous allons taper aux portes des associations qui pourraient prétendre à l'être, elles nous objectent que c'est une responsabilité énorme puisque ça leur demande de trier entre ce qui est illicite et pas illicite et que donc c'est très difficile, que ça les met en confrontation avec les citoyens ou les associations qui s'adressent à elles sans avoir les moyens de le faire et sans avoir les capacités financières pour le faire. Donc, Micro, c'est enregistré.
Pourquoi les associations racistes et antiracistes et luttant contre l'antisémitisme n'ont pas le même problème de difficulté de tri que celui qu'expriment les associations féministes? Pourquoi c'est spécifique aux associations féministes, cette position? Ça n'est pas spécifique. Elles ont exactement les mêmes problèmes. Et d'ailleurs se sont engagées devant nous, parce que souvent elles ont la double casquette d'être des lanceurs d'alerte et en même temps d'avoir ce rôle de tri, et elles se sont bien engagées devant nous à savoir faire la part entre ce qui est justement du lanceur d'alerte et de leur volonté de faire évoluer les textes et ce qu'elles font dans le cadre du droit actuel, donc du manifestement illicite. Pourquoi elles n'ont pas les mêmes problèmes? Parce que ces deux associations que j'ai citées ont dans leur portefeuille traditionnel de faire du signalement, et que donc elles ont passé le cap sans trop de difficultés par rapport au nouveau texte en disant on sait le faire, donc on accepte de le faire. On sait que ça va être compliqué, mais on accepte de le faire parce que ça fait partie un peu de notre ADN. Pour l'instant, les associations féministes, mais ce n'est pas les seules, hein. Il y a plein d'associations. Par exemple, on a été voir les associations d'élus locaux en leur disant il y a un vrai sujet, élus locaux, en matière de haine en ligne. Est-ce que vous pourriez faire ce travail-là? Et pour l'instant, nous sommes heurtés à des refus, mais tout ça est en travail. Ce qui est sûr, c'est que si la question du financement était résolue, probablement qu'on aurait un petit peu moins de difficultés à les convaincre. Pour répondre quand même à votre question sur la question du départ entre ce qui est illicite et ce qui ne l'est pas, il est évident qu'en matière de lutte contre les propos sexistes, on a, avec encore plus d'importance que dans d'autres domaines, cette problématique-là qui nous arrive. C'est ce qu'on a pu notamment détecter dans cette étude qui sera rendue publique dans quelques jours, qui est que dans tous les domaines, hein, on a ce qui est manifestement illicite. Ce qui est manifestement illicite, c'est ce qui a été déterminé comme manifestement illicite, soit par la loi, soit par la jurisprudence, bref, ce qui est identifié comme manifestement illicite dans le droit positif. Et là, c'est du ressort du législateur national. Parce que ce qui est manifestement illicite, même dans le cadre du RSN, c'est la législation nationale qui le détermine comme tel. Et du coup, les plateformes doivent appliquer ces prescriptions de manifestement illicites qui résultent du droit national. Mais dans ce qui est propos sexistes, on a un certain nombre de propos qui sont ce qu'on appelle de la zone grise. Parce que, en tant que tels, on ne peut pas nécessairement dire qu'ils sont manifestement illicites, mais ils le deviennent quand ils s'inscrivent dans un contexte qui montre qu'en fait, il y a une volonté de sexisme. Donc, nous y reviendrons si vous le souhaitez. Je voudrais juste terminer peut-être dans les problématiques que nous rencontrons pour clore mon propos. Nous avons également comme possibilité par le RSN d'agréer des chercheurs qui vont pouvoir travailler et demander aux plateformes en ligne d'avoir la possibilité de travailler directement sur les données qui ne sont pas publiques. Nous démarrons ce processus. Nous n'avons pas encore de demande d'agrément en bonne et due forme. Là encore, c'est quelque chose d'assez lourd, mais qui est absolument essentiel dans le dispositif. Plus largement, nous travaillons en tant que régulateur national à être en fait le coordinateur de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la haine en ligne. Donc nous avons un groupe officieux que nous avons constitué, que nous rencontrons très très régulièrement, qui est constitué donc de l'Arcom, du parquet haine en ligne, des autorités de police et gendarmerie, OFAC, qui travaillent sur ces domaines-là. Et nous avons aussi, et ça je voulais vraiment le dire parce que là encore ça dépend beaucoup du législateur, l'Observatoire de la haine en ligne, qui a été créé il y a quelques années justement sur ce sujet-là, et qui est en train de prendre son plein essor comme étant le lieu dans lequel se rencontrent tous les acteurs de la haine en ligne, sur lesquels nous pouvons partager sur les sujets émergents, sur les problématiques que chacun rencontre. Et dans cet observatoire haine en ligne, nous avons aussi bien police, justice, associations, signaleurs de confiance, et du coup ça devient le lieu dans lequel, quand on a des problématiques identifiées, par exemple Lyon,
Par exemple, c'est tout bête, mais télé-réalité qui est devenu un sujet extrêmement important parce que, et là on est en plein dans votre sujet, chaque fois qu'il y a une émission de télé-réalité avec une femme, pas chaque fois, mais sur certaines émissions emblématiques de télé-réalité avec des femmes qui passent certains caps et qui peuvent en plus cumuler des problématiques de haine en ligne discriminatoires avec des origines ou des orientations sexuelles, ça flambe sur les réseaux sociaux, donc du coup on essaye de les traiter sur cet observatoire. Qu'est-ce qu'on a comme grosse difficulté? J'en finirai par là. Comme grosse difficulté, bien sûr donc pays d'origine, bien sûr ces zones grises dont je vous ai parlé, ces signaleurs de confiance. Nous, nos petites difficultés personnelles, c'est que pour agir dans nos pouvoirs d'études qui sont très importants et d'enquête, nous n'avons pas la possibilité de passer par des pratiques dites illicites par les CGU des plateformes en ligne, c'est-à-dire avoir des comptes totalement anonymisés ou avoir des pratiques de scrapping. Et enfin, dernière difficulté, je m'arrêterai là. Cette régulation, elle a commencé sous les meilleurs auspices parce que nous avions des plateformes en ligne qui étaient plutôt collaboratives, dans la mesure où elles nous disaient, nous, ce qui nous importe, c'est notre modèle commercial. On n'a pas du tout envie d'être des vecteurs de haine en ligne, de manipulation de l'information ou de problématiques vis-à-vis des mineurs. Et on avait plutôt ce dialogue constructif. Il se trouve que la situation géopolitique a évolué et que donc dans ce dialogue, nous n'avons pas forcément, en tout cas de la part de toutes les plateformes avec lesquelles nous étions en discussion, cette même capacité de vouloir répondre positivement aux obligations que nous souhaitions leur imposer. Merci beaucoup pour cette franchise aussi et sur les difficultés que vous rencontrez. Alors effectivement, moi, ma première question était sur les signaux de confiance, mais du coup, nous avons pu échanger. J'avais une autre question qui est sur vos moyens propres à vous pour faire face à ce déferlement, puisqu'on a vraiment l'impression que en fait, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Enfin, que vous avez une multitude de sujets à traiter et que peut-être pas forcément les capacités de traiter l'ensemble des sujets. Sur les plateformes, je pense qu'il y a effectivement le changement géopolitique, mais à mon avis pas que, puisque nous discutions déjà de ces problèmes-là avant même un point important qu'on pourrait appeler en géopolitique l'élection de Trump, puisque en réalité, le bad buzz, c'est du buzz, et le harcèlement génère énormément de buzz aussi, et c'est le système économique des plateformes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de les considérer, par exemple, c'est une question un peu plus large que simplement le rôle de l'Arcom, mais comme des éditeurs, puisque eux disent que ce ne sont pas eux qui publient les contenus, mais en fait, c'est eux qui font de l'argent grâce à ces contenus, et en fonction du contenu, ils font plus ou moins d'argent, et donc évidemment, ils vont favoriser des contenus qui leur rapportent. À ce titre-là, je considère qu'on pourrait les assimiler à des éditeurs, puisque c'est bien le sujet. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ma question, mais je vais maintenant passer la parole à nos rapporteurs. Qui veut commencer ? Marie, alors on va dire Marie et Laurence. Marie, c'était déjà... Mais... Non, Laurence. Bon, Laurence, alors vas-y, je t'en prie. Laurence, Marie, Adèle. Merci pour tous ces propos. On voit que c'est à la fois complexe, balbutiant. Enfin, balbutiant. On est au début de la régulation. Et si je comprends bien, ce qui pouvait être à un moment donné encourageant est maintenant contrarié par des positionnements politiques des réseaux. C'est ça, hein, qui est des positionnements politiques, des évolutions de ces réseaux qui font que leur coopération à la régulation se réduit. Est-ce que c'est bien ça que vous avez? Est-ce que j'interprète bien vos propos?
Alors, peut-être je les ai un peu trop généralisés. Toutes les plateformes ne doivent pas être mises dans le même panier et certaines continuent à vraiment collaborer, notamment sur certains sujets qui sont considérés comme d'intérêt public dans ces domaines-là. Donnez-nous le nom des bons élèves. Oui, c'est ça. Nous, on a besoin de savoir. Alors, je vais être très claire, nous avons une difficulté avec la plateforme X. Et dans le domaine de la haine en ligne, ça ne vous étonnera pas, c'est un acteur majeur. Et preuve en est qu'ils n'ont pas été, par exemple, représentés à l'Observatoire de la haine en ligne que nous avons réuni la semaine dernière. Donc nous avons un vrai sujet de collaboration avec la plateforme X. Pour ce qui concerne les autres plateformes, elles continuent à travailler avec l'Europe sur ces sujets-là et à se montrer, je parle sous le contrôle de Lucille, qui est vraiment notre directrice des plateformes en ligne, donc il les rencontre très très régulièrement. Est-ce que vous voulez compléter mon propos? Pour moi, elles sont parfois dans des situations un peu difficiles, notamment lorsque les demandes qui leur sont faites reposent sur des fondements qui ne sont pas ceux qu'elles appliquent dans leur CGU ou dans leur pays d'origine. C'est là qu'elles peuvent se trouver un peu en dissociation, mais de manière générale, elles continuent à vouloir vraiment travailler avec l'Europe sur les sujets qui sont portés par l'Europe. Peut-être un exemple sur un sujet qui est très différent de ce qui nous réunit aujourd'hui, mais sur les élections, donc la préparation des élections municipales, nous avons des échanges très réguliers avec toutes les grandes plateformes en ligne, un peu moins avec X effectivement, mais donc on les a réunis et toutes étaient présentes. Donc oui, effectivement, on continue de pouvoir avoir des échanges et des coopérations avec toutes. Merci. Merci. Non, parce que nous, à l'issue de notre rapport, nous ferons des préconisations. Autant que nos préconisations soient adaptées à vos besoins et qu'elles vous soient utiles. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller un peu plus avant. J'avais dans les questions, la première, c'est est-ce que en ce qui concerne les propos masculinistes, est-ce que vous arrivez facilement à les faire entrer dans la haine en ligne? Ou est-ce que on est là dans cette fameuse zone grise, voilà, avec une masculinisme et haine en ligne, il y a effectivement une zone grise. Nous, on interprète ça comme étant de la haine en ligne, mais est-ce que ça peut être, est-ce que c'est partagé comme point de vue? Je posais les deux questions. Ma deuxième question, c'est la question du financement. En fait, ce que vous nous expliquez me rappelle une discussion que j'avais eue avec les représentants d'une plateforme sur les questions de haine en ligne à l'encontre des femmes et qui m'expliquaient qu'ils allaient prendre des associations féministes, qu'ils allaient proposer à des associations féministes de bénévolement faire de la régulation, de la modération sur leur plateforme. Et j'avais répondu, donc c'est-à-dire que nous, l'État, on paye des subventions aux associations féministes pour que sur ces subventions, elles viennent bénévolement réguler ce que vous régulez pas. Et j'avais été quand même très choquée par cette audace, je vais dire, par cette audace. Et aujourd'hui, j'entends bien que ça peut pas être la plateforme qui rémunère les modérateurs, enfin bon. Ça va pas être la plateforme. C'est compliqué de dire quand même que c'est l'argent public qui rémunère cette activité, dans la mesure où quand même cette activité, elle fait partie d'un modèle économique assez très profitable. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme proposition de financement? Et il faut du financement parce qu'il y a une limite au bénévolat des associations. Comment on peut trouver? Est-ce qu'il faut une taxe spécifique affectée sur, c'est la première idée qui me vient, c'est une taxe spécifique affectée sur les plateformes accessibles en France. Voilà. Ce sont mes deux questions. Est-ce que vous voulez qu'on prenne toutes les questions et puis vous répondez globalement? Dans ces cas-là, Marie? Merci, on va Madame prendre la question des 4 rapporteurs, en fait. Puis Madame après, la Présidente, mes questions vont plutôt concerner la protection des mineurs.
Donc l'ARCOM avait été sollicité quand il s'était agi de contrôler l'âge d'accès pour les enfants qui accédaient aux films pornographiques gratuits. Vous vous souvenez bien sûr du feuilleton judiciaire qui s'en était suivi avec jusqu'au camouflet de la nomination d'un médiateur pour l'ARCOM. Donc vraiment l'ARCOM avait été extrêmement maltraité dans ce sujet. Donc, il semblerait que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Mais je voudrais savoir, en ce qui concerne l'univers des jeux maintenant, les jeux vidéo, on va se retrouver avec le même souci, puisque sous couvert de quelque chose de ludique, il va y avoir la transmission de choses qui ne sont pas du tout ludiques. Alors, est-ce que vous pensez que l'efficacité du système PJ, donc face à ces enjeux-là, est-ce que vous pensez que c'est vraiment très efficace? Est-ce que vous pensez que la vérification de l'âge dans ces univers en ligne, eh bien, il pourrait y avoir pour l'ARCOM une sorte d'évaluation des outils qui vont être proposés? Est-ce que vous avez des choses à nous dire en ce qui concerne le contrôle d'accès aussi des mineurs dans cet univers? Oui, merci Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre présentation ce matin et puis nous avoir aussi éclairé sur la multiplicité, la complexité des sujets. Nous, dans le cadre de notre rapport sur femmes et jeux vidéo, nous avons eu beaucoup d'échanges avec donc des youtubeuses, des streameuses en ligne. Et on a pu voir aussi les diverses formes que pouvaient prendre ces modes de harcèlement, de discours masculiniste, de harcèlement en ligne. Et effectivement, vous l'avez dit dans votre propos introductif, votre enjeu aussi, votre bataille, c'est de répondre à ces enjeux mouvants, ces outils mouvants, qui peuvent être parfois des diffusions en ligne en direct, de la modération sur des plateformes de réseaux sociaux. Et nous, ce qu'on a pu voir dans nos différents échanges, c'est ma première question, il y a des plateformes en ligne type Twitch, les jeux vidéo, type Twitch qui arrive à jouer le jeu avec des modes de bannissement de la part des joueurs aussi, des personnes qui sont connectées. Il y a aussi les espaces de discussion sur les plateformes de jeux en ligne, en direct. Donc ça peut être des échanges écrits. Et ensuite, on a pu constater qu'il y avait aussi ces joueurs qui se parlent en direct, avec ensuite cette possibilité pour eux de s'auto-modérer en quelque sorte. Mais comment vous appréhendez justement ces évolutions et comment est-ce que l'ARCOM peut jouer un rôle dans ces aspects-là? Ma deuxième question, vous l'avez évoqué, mais doit-on arriver à un moment à une véritable identification des personnes en ligne? Donc c'est la question de l'identité versus l'anonymat, parce qu'on constate bien évidemment que l'anonymat ou les formes d'identité numérique où on ne donne pas sa vraie identité favorise justement ces prises de parole, et on le voit sur l'ensemble des plateformes. Vous parliez de Twitter, etc. Et enfin, comme l'évoquait justement ma collègue Laurence Rossignol, la création potentiellement d'une taxe qui permettrait, vous avez parlé des problématiques de financement des associations qui elles-mêmes font ça parfois de manière bénévole, mais est-ce que, j'ai envie de dire, pollueur-payeur, est-ce qu'on peut se retrouver à un moment à réfléchir à, pour vous aider, une forme de taxe qui viendrait réguler, financer qui seraient payés par les plateformes elles-mêmes, c'est pour ça que je parle de pollueur-payeur, qui viendrait réguler, aider à la régulation des discours, des dérives, des discours qui peuvent avoir lieu très souvent en ligne. Je vous remercie. Béatrice Gosselin. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'avais des questions concernant les signaleurs de confiance qui sont apparemment français. Ici, vous parlez de 8 signaleurs français. Est-ce qu'il existe dans les pays européens, puisqu'on parle plutôt d'une nomenclature européenne, des signaleurs qui font le même travail et avec lesquels vous pouvez coordonner pour justement améliorer la pertinence de la régulation, etc. Ça, c'était ma première question. La deuxième, vous avez parlé de chercheurs qui sont en train de travailler sur les processus qui amènent au masculinisme ou à la haine en ligne. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire. Est-ce que dans ces coordonnateurs, comment ça se passe au niveau du travail? Vous parliez de la police, de l'ARCOM, des associations et donc de ces signaleurs. Est-ce que comment concrètement vous travaillez ensemble pour que justement ça soit rapide, efficace et pertinent? Et la dernière question, et je reprends ce que disait Marie tout à l'heure concernant la haine en ligne sur les jeux vidéo, comment pourrait-on réguler? Alors là, je sais que c'est un serpent de mer par rapport à la haine en ligne, à la haine pour les jeunes qui sont tout de suite arrivés sur des propos masculinistes. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour éviter que nos enfants de collège, voire même avant, arrivent sur des propos qui sont absolument abjects et qui ne sont pas du tout des modèles éducatifs à l'âge où ils sont en train de se former leur personnalité? Merci.
Adelziane, une Mini nouvelle question petite subsidiaire, question. complémentaire. Je l'avais noté, la place de l'intelligence artificielle dans votre capacité. Est-ce que c'est un outil, des outils que vous utilisez au quotidien dans les logiques d'appréhension et de supervision des discours qui peuvent être tenus ou des vidéos qui peuvent tenir des propos Je complète ta question. Où est-ce que c'est un sujet? Où est-ce que c'est un sujet supplémentaire? Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire? Bon, ben voilà, déjà, première salve de questions. Merci beaucoup, je suis contente qu'on soit venu à 3. On va se répartir. Alors, sur les moyens, évidemment, nous faisons pour l'instant avec ce que nous sommes, c'est-à-dire Lucille notamment, petite équipe qui s'est accrue, elle a commencé à 8, vous êtes à combien, 20? Elle a commencé toute seule. On est 19 ETP, bientôt 23. 19 ETP, à bientôt 23, donc en cours de recrutement, mais en fait, la tâche est immense, donc ça veut dire qu'en fait, très concrètement, on passe notre temps à construire un plan d'action avec des priorités et à détruire le plan d'action parce qu'il y a d'autres priorités qui apparaissent, avec cette idée que, je vous le dis comme ça se pose, c'est-à-dire que il est très important d'avoir un plan d'action avec des grandes priorités, des grandes visées, d'essayer de travailler sur les rapports de transparence, d'évoluer sur la protection des mineurs, d'être capable de rendre à l'Europe un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre d'agir à son niveau efficacement, et c'est à ce niveau-là que ce sera efficace. Et en même temps, on a bien conscience que pour nos concitoyens, il y a des actions immédiates qu'il faut qu'on mène parce qu'il y a des urgences. Et c'est ce qui nous a amené, par exemple, à travailler sur Skinny Talk en urgence, à monter un dossier sur Grok qui est apparu, et là ça rejoint toutes les problématiques d'IA, sexisme et autres, comme tout d'un coup un sujet absolument explosif. Et donc dans un temps record, nous avons monté un dossier, nous avons fait un appel même, ce que nous ne faisons jamais, au témoignage pour monter ce dossier et pouvoir le mener. Mais en même temps, encore une fois, nous ne pouvons pas intervenir sur les contenus, aussi terribles soient-ils, parce que nous n'avons pas cette capacité d'intervenir contenu par contenu. En revanche, nous pouvons demander aux signaleurs de confiance, lorsqu'ils demandent des retraits de contenu et qu'ils voient que les plateformes n'y défèrent pas, de nous prévenir, parce que là, c'est un manquement si effectivement la plateforme... Donc voilà, tout ça s'imbrique et on essaye d'y répondre, mais c'est évident que nous avons bien conscience que pour l'instant, nous vidons la mer ou l'océan à la petite cuillère. Néanmoins, pour être quand même positive, nous avons l'impression que tout ce qui est fait, tous vos travaux, tout ce que nous faisons en méthode d'action a vraiment un impact très très fort sur les mentalités et fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du tout dans les raisonnements d'hier qui consistaient à considérer qu'en ligne on avait le droit de tout dire, qu'on pensait que quand on était sous pseudonymat on allait échapper à la justice et on allait échapper aux situations, qui fait que les plateformes elles-mêmes prennent aujourd'hui quand même leur part en essayant de monter des mécanismes de régulation plus efficaces. Donc tout ça porte ses fruits. On en a peut-être pas l'impression immédiate, mais tout ça porte ses fruits. Voilà. Pour ce qui est de éditeur algorithme, je vous laisserai la parole ensuite sur haine en ligne et zone grise masculinisme. Pour ce qui est sur... Je vous préviens. Pour ce qui est sur éditeur, alors c'est un débat qui nous échappe, qui appartient aux législateurs européens et à vous-même. Néanmoins, ce que juste on peut dire, c'est que ce qui est généré comme problème par les algorithmes, ça rentre dans notre escarcelle. Parce qu'effectivement, il y a quand même des obligations qui sont faites aux plateformes en ligne. Elles ne sont pas éditeurs, donc responsables de contenu, mais elles sont responsables si les mécanismes qu'elles mettent en place sont en elles-mêmes génératrices de manquements et par exemple de haine en ligne. Donc, cette question des algorithmes, elle est essentielle dans le travail qu'on fait. Et si on se rend compte, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là aussi qu'on rejoint la question de l'agrément de chercheurs qui vont nous donner les données, qui vont nous permettre, parce qu'on n'a pas toutes les capacités non plus, y compris scientifiques, de mener cette recherche. Mais si on identifie, grâce à l'aide des chercheurs, grâce à l'aide des associations,
que les algorithmes mettent en avant ce qui permet d'avoir de l'illicite, alors là, c'est du manquement, et y compris avec le système actuel, on a la possibilité d'intervenir, soit à notre niveau, soit en montant au niveau européen. Je vous laisse répondre peut-être sur la question de l'identification et des zones grises en matière de masculinisme, puisque c'est Géraldine qui a travaillé à l'étude que je spoil depuis tout à l'heure. 12 mars, c'est demain. Alors la question, puisqu'elle n'était pas dite avec le micro, ben si, pourquoi est-ce que vous ne la sortez pas juste avant le 8, puisque c'est un sujet effectivement qui pourrait tout à fait concerner le 8 mars et la journée des femmes. Pour des questions à la fois de ne pas être noyé dans une masse, parce qu'en général, le 7, 8, 9, il y a déjà tellement de choses qui sortent que... Et ensuite, parce que traditionnellement, l'ARCOM fait un événement à l'occasion de la Journée des femmes. Elle ne le fait pas forcément le 8 mars, et encore moins quand ça tombe un dimanche. Donc là, c'est le 12 mars, et ça va nous permettre de sortir notre étude traditionnelle, qui est la représentation des femmes dans les médias, avec quelle représentation dans les médias classiques et ces questions un peu sur le temps de parole. Donc ça, on le fait chaque année, ça nous permet d'avoir une comparaison, et on va le faire et avec des données fortes, notamment par exemple sur le temps de parole des femmes politiques cette année. Et ensuite, on sort à côté de ça une étude flash dédiée à une problématique particulière. Donc c'est celle-là qu'on sort cette année. Alors du coup, sur l'étude sur le masculinisme, nous avons utilisé un outil qui nous a permis de récupérer les propos sexistes diffusés sur les plateformes, mais les propos sexistes textuels, ce qui fait que notre étude est quelque peu parcellaire, puisqu'on sait que le masculinisme se développe plutôt dans des formats courts vidéo. Donc voilà, on est confronté à une limite technique, en tout cas dans ce qu'on a pu récupérer en termes de propos sexistes ou masculinisme. Ce sont des propos qui se situent essentiellement dans la zone grise et qui, donc pris isolément, semblent licites, mais c'est leur caractère répété qui fait qu'ils deviennent préjudiciables. Mais sur le masculinisme, vous avez identifié des propos qui ne prêtaient pas trop à hésitation. Oui, par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel des propos se situe en zone grise. Évidemment, il y a quelques propos qui sont considérés comme illicites qu'on a relevés dans cette étude. Mais du coup, étant donné que l'outil nous a permis de récupérer des propos textuels, l'étude porte essentiellement sur la plateforme X. Voilà. Moi, je disais, côté masculiniste, TikTok doit être pas mal non plus sur le contenu, le nombre de contenus. Alors probablement, mais TikTok diffuse plutôt des vidéos. Et malheureusement, l'outil, on n'a pas pu faire étendre l'étude sur des formats vidéo. D'où l'importance... Ah oui, non, mais les masculinistes, ça n'est que des vidéos. Oui, tout à fait. Allez dans les tiennes, Dominique. Est-ce que vous considérez que quand une vidéo est sous-titrée, c'est un propos textuel ou est-ce que c'est une vidéo? Alors malheureusement, les outils qu'on a en notre possession à l'ARCOM, et je crois que la conseillère a pas mal évoqué les limites que nous avons à l'ARCOM, ne nous a pas permis de récupérer les transcriptions de vidéos. Alors, c'est textuel, mais... Voilà, en termes techniques, il n'a pas été possible de récupérer ce type de contenu. Dans le rapport, on fait état de cette difficulté-là et des besoins d'aller plus loin pour récupérer ce type de contenu. Parce qu'on sait que le masculinisme, c'est aussi la combinaison de plusieurs choses, les transcriptions, les vidéos courtes, le son, l'image, les contournements, les mots utilisés, les émojis, voilà. Oui,
Peut-être je peux ajouter sur les possibilités de documenter, d'avoir un peu de données quantitatives sur la question. Comme le rappelait Madame la conseillère, les plateformes donc, doivent publier des rapports de transparence tous les ans pour les plateformes communes et tous les semestres pour les très grandes plateformes. La Commission européenne a publié un règlement d'exécution en fin d'année dernière, en fin d'année 2024, pardon, qui commence à s'appliquer là, et dans lesquels, enfin, au titre duquel, pardon, les plateformes vont devoir compléter un template, un tableau qui est assez long, assez détaillé, pour renseigner donc des champs sur la modération qu'elles auront faite, enfin qu'elles ont faite en l'occurrence, mais là ce sera dans ce tableau, qu'elles ont faite de catégories de propos illicites, dans lesquels il y aura notamment, alors je me les suis notées, brimade et intimidation en ligne exercée sur les filles, incitation illicite à la violence et à la haine à l'égard des femmes, désinformation fondée sur le genre, partage non consenti de matériel à caractère intime affectant les femmes. Donc ça, c'est des items qu'on n'a pas à ce stade parce qu'elles ne sont pas tenues de le faire, mais qu'elles vont devoir renseigner à partir de maintenant. Donc à partir de là, on aura, à tout le moins sur ce qui a été modéré, des chiffres sur ces différentes catégories au milieu de dizaines et dizaines d'autres catégories, parce que comme vous le savez, le DSA concerne l'ensemble des contenus illicites, donc la catégorisation est très longue. Donc on aura des chiffres plus précis, on devrait avoir des chiffres plus précis là-dessus, sur les grandes plateformes comme sur les autres. Je vais peut-être parler un petit peu des jeux en ligne, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Donc pour ce qui concerne les jeux en ligne, il y a une différence que vous avez identifiée entre les plateformes qui incluent un système de chat ou un réseau social, auquel cas elles tombent dans la catégorie plateforme, et celles qui ne le font pas, ou celles qui le font à titre tellement accessoire que dans la définition on ne peut pas les mettre en plateforme en ligne. Si elles sont plateformes en ligne, par exemple Roblox est une plateforme en ligne, elle est soumise aux mêmes obligations que les plateformes en ligne. Et dans ces obligations, il y a notamment toutes celles qui résultent de l'article 28 du DSA, donc sur la protection des mineurs. Et dans la protection des mineurs, dans les lignes directrices DSA qui commencent elles aussi à s'appliquer, il y a notamment l'obligation de mettre en place des paramétrages qui soient compatibles avec l'âge des mineurs. Dans ces paramétrages, il y a toute la question, par exemple, de la capacité d'être mise en relation avec une personne adulte. Il y a un certain nombre d'items. Roblox, je vous le disais, a été identifiée comme plateforme en ligne. C'est une plateforme implantée aux Pays-Bas et le régulateur des Pays-Bas a annoncé qu'il ouvrait une mesure d'enquête sur justement ce réseau et les problématiques qu'il pouvait poser vis-à-vis de la protection des jeunes. Donc, nous, on est en constant rapport avec nos acteurs français qui ne posent pas les mêmes difficultés, mais néanmoins, on est très vigilants. Le système PEGI est un système d'autogestion, de signalétique jeunesse, qui pour nous fonctionne bien. D'ailleurs, il y a une commission, parce que maintenant ça existe depuis tellement longtemps qu'il y a une commission européenne dont l'ARCOM fait partie et qui identifie donc cette signalétique et qui la met en place. Donc c'est un système qui fonctionne bien. Et d'ailleurs, un de nos rêves, ce serait que cette signalétique puisse aussi s'appliquer sur les plateformes en ligne non jeux vidéo. C'est-à-dire que ce qui serait vraiment formidable, c'est qu'il y ait une identification des contenus qui sont déconseillés aux mineurs ou à certains âges sur les contenus réseaux sociaux classiques. Donc c'est plutôt quelque chose que vraiment on encourage et qui nous paraît très bien. La problématique des jeux en ligne, c'est clairement dès qu'il y a un chat ou dès que ça se retransforme en réseau social, avec là vraiment une zone qui n'est pas grise, qui est totalement noire parce que les parents n'y accèdent pas du tout et qui est, on le sait, vraiment un gouffre pour certains jeunes et des approches. Donc là-dessus, on est en train de travailler pour là aussi nourrir des dossiers pour les régulateurs nationaux qui en sont conscients et pour faire en sorte que ces lignes directrices article 28 pour les jeunes soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Il y a une véritable urgence. Sur les signaleurs de confiance,
Nous, on est vraiment preneurs de toute idée qui puisse permettre leur financement. C'est nos acteurs essentiels. Vous disiez, c'est des acteurs français. Oui, chaque pays missionne ses propres signaleurs de confiance. Ils peuvent être dans plusieurs pays. Ça n'est pas du tout interdit. Et vous le disiez, point de contact à des assises européennes qui font qu'ils ont ces accroches avec d'autres partenaires européens. Et c'est vraiment important. Si ça peut se faire, c'est une très bonne chose. Pour le reste, voilà, on fait avec ceux qu'on a qui sont déjà une très bonne chose. Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que nous ne voulons pas non plus une multiplication des signaleurs de confiance, parce que le système marche aussi parce qu'ils sont rares et que donc le système fonctionne. On peut avoir cette problématique, non pas en matière de haine en ligne, où là on est plutôt à essayer d'aller les recruter, mais il se trouve qu'il y a d'autres secteurs très illicites qui attirent plus de signaleurs de confiance. Il y a de l'illicite, par exemple, dans la protection des marques. Et là, par contre, on peut avoir ce risque qu'il y ait une démultiplication des candidatures de signaleurs de confiance en termes de protection des marques, et que là, ça nous pose d'autres difficultés parce que si on veut que le système fonctionne, il faut qu'on ait des acteurs bien identifiés, en nombre raisonnable, mais dans tous les secteurs dans lesquels il y a de l'illicite. Je voudrais vous poser 2 questions complémentaires et après je passe la parole à Annick Billon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, puisqu'on parle de point de contact, donc point de contact est contacté, c'est le cas de le dire, quand il y a un contenu illicite, entre autres un contenu porno qu'on veut faire retirer. Dans ces cas-là, il signale à la plateforme qui souvent retire et parfois ne le fait pas. Quelle est la chaîne dans ces cas-là quand elle ne le fait pas? Donc elle vous le signale et vous faites quoi derrière pour essayer d'obtenir à la fin un retrait? Et ensuite, je voudrais un exemple de zone grise. Et ensuite, c'est Annick. Alors, sur le signalement par les signaleurs de confiance, c'est peu ou prou le même système dans le DSA que lorsqu'il s'agit d'un signalement d'un utilisateur non signaleur de confiance. Le DSA n'impose pas à la plateforme de retirer le contenu quand un signaleur lui signale. Si le contenu est manifestement illicite, signalé par le signaleur de confiance, et que la plateforme ne le retire pas, alors elle ne peut plus se prévaloir de son exemption de responsabilité, de sa responsabilité limitée. Donc elle peut être amenée devant le juge et donc responsable du contenu en question. Ensuite... Qui l'amène devant le juge? Alors là, c'est pas nous, c'est potentiellement le signaleur ou toute personne qui veut dénoncer le fait que la plateforme n'est pas retirée. Et ça peut être l'Arcom, ça? Non. Ça peut pas être l'Arcom qui signale devant le juge? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que, comme tout le monde, ça nous arrive de faire des signalements article 40 au procureur, parce que on a des plaintes qui nous semblent suffisamment importantes et qui n'ont pas encore été mises dans l'espace public. Parce qu'il ne s'agit pas de multiplier non plus les articles 40. Et chaque fois qu'il y a un petit scandale qui émerge, que le procureur soit envahi par des articles 40 qui lui arrivent de toutes les autorités publiques. Donc on choisit nos combats, mais parfois, effectivement, en tant qu'Arcom étant identifié, on a des signalements sur lesquels on estime qu'il y a suffisamment de risques pour que ça vaille, mais on le fait avec des dossiers argumentés, donc on vérifie nous-mêmes, on monte le dossier et on le transmet au procureur compétent, et dans ces cas-là, il s'avère que systématiquement, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Par ailleurs, il nous est arrivé une fois de mener nous-mêmes un dossier devant le tribunal pour une plateforme en ligne qui était manifestement en entier complètement illicite. C'était une plateforme qui s'appelait Watch People Die et qui avait pour ambition de réunir tous les contenus montrant des morts dans quelque contexte que ce soit, terroriste, accident, c'était rubriqué et voilà. Donc ça, on a... Nous, été devant le juge pour la faire bloquer et on a obtenu le blocage, mais on ne peut pas faire ça systématiquement. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que on a ces signaleurs de confiance qui nous disent qui travaillent et qui, quand un contenu
isolé n'a pas été retiré peuvent agir devant le juge ou peuvent faire agir des associations. Et par ailleurs, ensuite, on monte d'un cran. On va avoir des rapports des signaleurs de confiance qui doivent nous remettre des rapports, eux aussi, régulièrement. Donc, on va avoir les premiers rapports là qui vont tomber à la même période d'ici... dans les prochaines semaines, et qui vont nous dire, voilà, sur tel domaine, on a constaté un problème avec telle plateforme, sur tel type de contenu illicite. Et là, ça nous permet d'identifier des véritables manquements systémiques et, hop, d'agir, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, soit vis-à-vis de nos plateformes françaises, d'intervenir en direct en constat de manquement, soit sinon d'avoir ce dossier qu'on monte au régulateur. C'est pas simple, hein, mais... Alors, Point de Contact doit remettre son rapport. Il souhaiterait le remettre au Sénat, d'ailleurs. Donc, et ce serait intéressant, puisque je pense que tous nos rapporteurs seraient très intéressés par ce rapport, et y compris les rapporteurs de Porno, l'enfer du décor, puisque c'est beaucoup sur ce sujet-là, évidemment, qu'ils travaillent. Annick Billon. Merci Madame la Présidente, merci à vous Mesdames pour toutes ces précisions. Peut-être d'abord vous dire que dans vos propos liminaires, vous avez parlé de la régulation à l'échelle de l'Europe et ça on le comprend bien. Donc est-ce que vous imaginez que l'échelle des condamnations, l'échelle des peines est adaptée aux infractions qui sont réelles? Et pour cela, finalement, est-ce que la condamnation... dans quel périmètre elle doit s'opérer et à partir du moment où on touche aux finances, au porte-monnaie, il y a forcément des réactions. Donc comment aujourd'hui s'assurer qu'il y a des condamnations extrêmement fortes qui pourraient finalement subventionner les signaleurs de confiance? Donc est-ce qu'on n'aurait pas finalement un système à imaginer de financement par rapport aux peines prononcées dans ce domaine? Moi, je pense qu'il y a un souci des moyens d'investigation par rapport aux infractions qui sont constatées. On l'avait signalé aussi et constaté au moment du rapport Porno, l'enfer du décor, avec finalement des affaires qui arrivaient devant la justice grâce aux associations et non pas grâce aux moyens d'investigation. Donc, est-ce que c'est normal dans un pays comme la France, dans une Europe aujourd'hui en 2026, de faire reposer le process judiciaire sur les moyens d'investigation, en partie, hein, je dis bien en partie, sur les moyens d'investigation des associations qui ne peuvent évidemment pas tout, mais qui ont été finalement des vigies extrêmement percutante et efficace pour l'industrie de la pornographie, par exemple. Une deuxième question et elle a été posée par la rapporteure Laurence Rossignol, est-ce que finalement le masculinisme cette notion est suffisamment partagée dans les instances pour qu'on se dise qu'on peut lutter contre le masculinisme? Lorsqu'on parle de cela autour de nous et en dehors du Sénat, on se rend bien compte qu'il y a une espèce de flou dans la définition. Donc, que faudrait-il faire par rapport à cela? Et est-ce que vous avez déjà, vous, à l'ARCOM, la culture du masculinisme? Je voudrais juste revenir sur un propos aussi qui a été donné par la présidente lorsqu'elle a fait son introduction. C'est sur l'instruction de l'ARCOM par rapport au podcast 10 000 pas. En réalité, ça fait l'objet d'une investigation actuellement. Les propos visés sont quand même assez graves, c'est-à-dire homophobes, islamophobes, misogynes. Et comme souvent, dans ces situations, on invoque l'humour. Donc, bien entendu, avec l'humour, tout passe. Et je suis surprise que, par exemple, pour la thématique haine en ligne, on invoque rarement l'humour en réalité. Pourquoi invoque-t-on l'humour dans le cadre de masculinisme, dans le cadre d'attaques sexistes, alors que ce n'est pas évoqué dans la haine en ligne, par exemple, régulièrement pour expliquer de la non-action? Donc je voudrais savoir, et puisque les limites, vous avez fléché avec cette investigation sur ce podcast, les limites actuelles de l'ARCOM, et vous avez sollicité l'Europe. Donc, quel calendrier? Est-ce que vous avez des informations par rapport à l'Europe, ce qu'elle pourrait faire pour pouvoir agir, puisque ce type de podcast a une audience extrêmement importante? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer alors par cette question-là. Évidemment, comme c'est en cours d'instruction, il y a des éléments du dossier complexes à mettre dans le débat public. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est en termes juridiques, c'est en fait une instruction extrêmement compliquée pour les raisons suivantes. Nous avons un contenu qui est... Alors vous disiez, c'est pas évident de définir le masculinisme, j'en suis bien d'accord, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on va essayer de faire émerger dans nos différents rapports, c'est essayer d'avoir des critères, mais aussi peut-être en appeler au législateur à un moment donné si on est trop en difficulté pour arriver à caractériser vraiment ce qui tombe dans ce masculinisme, donc manifestement illicite. Le problème de la définition n'est pas le problème que nous rencontrons dans ce podcast, puisqu'effectivement, il est assez clairement masculiniste et d'ailleurs aussi raciste et avec un certain nombre de caractéristiques d'illicite. Mais là, on est sur le contenu. C'est un podcast. Nous n'avons pas un texte qui nous permet d'intervenir sur un podcast, puisque nous pouvons intervenir sur les contenus audiovisuels, mais nous ne pouvons pas intervenir sur un podcast. Donc pour nous, un podcast, en l'état actuel de la législation, c'est un contenu lambda. Et donc, comme je vous disais, nous ne pouvons pas intervenir directement, c'est du ressort du juge. Quiconque en a connaissance peut saisir le juge judiciaire pour faire constater que ce podcast tombe sous le coup éventuellement de la loi pénale, mais nous ne pouvons pas intervenir sur le podcast. En revanche, la question se pose de savoir si nous pouvons intervenir sur l'hébergeur, celui qui met ce podcast à disposition. Et là, il se trouve que c'est la première fois que nous avons la question qui est posée sur les hébergeurs, que sont les plateformes de streaming. Ce podcast est diffusé par les principales plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple, Amazon. Donc, c'est cette instruction-là que nous sommes en train de mener, puisque ça va nous amener à caractériser si ces plateformes peuvent ou non être considérées comme des plateformes en ligne au sens du DSA, et si oui, d'en tirer les conséquences en termes de déclinaison des règles du DSA. Donc ça, c'est sur ce podcast. Sur la culture et donc l'identification de ce qui est masculiniste ou pas, en réalité, aujourd'hui, effectivement, c'est des termes qui sont émergents, le masculinisme. Donc toute la question, c'est vraiment de savoir quelle définition on peut lui donner et qui soit commune à tous, admise par tous. Est-ce qu'on a besoin d'un texte qui le dise? Est-ce que les éléments de jurisprudence nous le permettent? Nous, on a la culture que nous offrent nos anciennes... nos attributions traditionnelles sur les réseaux, sur les médias traditionnels dans lesquels la loi de 1986 nous permet d'intervenir, y compris sur ce qui est préjugé sexiste. Donc du coup, on a une certaine antériorité, mais le préjugé sexiste n'est pas forcément de l'illicite. Donc on ne peut pas le décliner sur ce qu'on fait forcément sur les plateformes en ligne. Donc tout ça, ce sont vraiment effectivement des difficultés très concrètes auxquelles on est confronté, sur lesquelles on s'interroge actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on en revient systématiquement à la question de l'éducation aux médias. Et ça, c'est la question clé transversale et qui, sur tout ce que nous menons, notamment avec le parquet en ligne, pour essayer d'avoir des interventions qui soient des interventions qui éventuellement soient ciblées, mais qui permettent de faire émerger la problématique, de la faire connaître dans l'espace public, de la médiatiser et de remontrer à quel point elle existe, comment elle se pose, comment elle peut finir éventuellement en justice. Nous avons aussi des contacts avec le parquet cybercriminalité qui mène des actions très fortes, très emblématiques, sous l'égide de Johanna Bruce, que vous connaissez probablement parce qu'elle est intervenue sur un certain nombre de plateformes sur l'aspect pénal, Telegram ou autre, en disant « vous ne faites pas votre job » et là je suis derrière. Si je considère qu'en matière d'administration de la plateforme, vous n'êtes pas au rendez-vous. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de monter ensemble
parce que, et je crois que c'est ce qu'on s'est dit depuis le départ et ça revient de manière récurrente, la réalité c'est que bien évidemment on ne régulera pas les contenus, contenu par contenu, ni le juge judiciaire, ni nous, ni personne. Mais donc ce qu'il faut, c'est mettre dans l'espace public les moyens de faire comprendre qu'il y a des situations qui ne sont pas acceptables et que c'est aussi aux citoyens eux-mêmes de s'autoréguler dans cette approche des réseaux sociaux. Alors, j'ai une question, puisque vous disiez que vous faisiez vous-même des articles 40. Combien en avez-vous fait ou combien en faites-vous dans l'année? Et ensuite, je voudrais bien un exemple de zone grise. Alors, sur les zones grises, là, je peux vous en citer quelques-uns. Quelques propos. Tu es inférieur intellectuel, tu es nocive, tu ne sers à rien à part une chose, ponds des gosses et retourne dans ta cuisine. Donc c'est ce type de propos qui, de manière, pris isolément, est classé dans la zone grise. Et si ces propos sont à caractère répété, deviennent fortement préjudiciables puisque excluent les femmes. On a aussi un certain nombre de propos sur l'apparence physique, les poils sous les bras, par exemple, la grossophobie. De manière répétée, qui crée des injonctions physiques qui pèsent sur les femmes. Et puis, nous avons également des propos liés à la séduction qui, pris isolément, ne sont pas illégaux, mais à répétition deviennent essentialisants. Peut-être juste pour préciser sur notre étude, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ce qu'on a relevé ne prétend pas à l'exhaustivité, évidemment, puisque nous avons relevé uniquement les propos textuels. Par contre, le but de notre étude, c'est de déceler les ressorts et les dynamiques du masculinisme et d'avoir des exemples de propos qui peuvent être dits et diffusés sur les réseaux sociaux. Alors, sur la question de l'article 40, notre petit désarroi vient du fait qu'en fait, on mélange un peu, on a deux techniques d'intervention. Pour la plupart des situations, notre dialogue constant avec le parquet en ligne et le parquet cybercriminalité fait qu'en fait, on va leur transmettre les informations sans faire forcément un article 40 ou les mettre en relation avec une association qui a signalé un certain nombre de comportements et que nous réservons en fait l'article 40 qui nous demande encore un travail supplémentaire puisque nous ne faisons pas un article 40 en transmettant ce qu'on nous a envoyé. Si nous faisons un article 40, c'est que nous avons retravaillé pour faire nos propres constats, le justifiant. Donc nous le réservons aux cas dans lesquels nous pensons que personne d'autre ne peut le faire que nous. C'est une façon de préserver nos forces. J'ai par exemple un exemple en tête qui remonte un peu, mais vous le savez peut-être, nous avons aussi une attribution particulière dont nous n'avons pas à parler. C'est qu'il y a un texte particulier en France qui permet à l'autorité de police et gendarmerie de faire retirer immédiatement tous les contenus qui sont terroristes, pédopornographiques, torture et barbarie, et maintenant dopage. Donc ça, c'est un texte complètement à part qui fait que c'est farouche. Et donc ça, c'est à part. Pour l'instant, l'Europe ne nous a pas dit que ça a percuté directement le RSN, donc on le garde précieusement. Et il se trouve que, comme c'est une autorité de police gendarmerie qui intervient sans autorisation d'un juge ni aucun contrôle, il y a un contrôle a posteriori qui est attribué à une personnalité qualifiée au sein de l'ARCOM. Et c'est moi qui ai été désignée personnalité qualifiée, tout simplement parce que je viens de la Cour de cassation. Donc voilà, j'ai cette casquette aussi de juge judiciaire. Et il se trouve que dans cette activité-là, est apparu dans les contenus pédopornographiques des illustrations d'une bande dessinée bien connue qui a fait un certain scandale, qui n'était pas interdite. Et la question s'est posée de savoir si on allait interdire en ligne, ce qui n'était pas interdit dans le courant, puisque la bande dessinée n'était pas interdite. Et de ce fait-là, on a résolu
cacophonie de la situation, en considérant que c'était manifestement de la pédopornographie que nous voyions en ligne, et en faisant un article 40 au parquet pour lui dire est-ce que ça ne vaudrait pas de faire aussi interdire cette bande dessinée. Donc voilà un cas un peu particulier, mais nous avons aussi fait des articles 40 sur des plateformes qui nous étaient signalées avec des contenus manifestement illicites et qui n'avaient pas fait l'objet d'une identification dans l'espace public. On vous répondra plus précisément par écrit. Ces contenus-là qui sont directement retirés et que je vérifie derrière, il y a 150 000 contenus par an. Non, que Pharos me transmet pour vérification. Mais est-ce que vous en transmettez aussi à Pharos? Est-ce que nous, on en transmet à Pharos? Il peut arriver qu'on leur en signale, mais c'est... Ils sont plus identifiés voilà, que nous pour... Eux, alors par contre, on parlait de moyens, permettez-moi. Oui. Alors, Pharos, c'est mais la place centrale sur les contenus illicites. Ils sont absolument extraordinaires. Ils font un travail dément. Le nombre de personnes qu'ils sont, mais tellement disproportionné par rapport à leur travail. Donc moi, c'est vraiment, je leur rends un hommage parce que c'est vraiment grâce à eux qu'il y a ce filtre qui est fait. Ils travaillent extrêmement bien, aussi bien avec les associations qu'avec les inconnus, qu'avec nous, et vraiment, par exemple, pour ces contenus dont je vous parlais, ils sont combien 5 ou 6 pour faire ce travail. Or, ils ont à la fois le travail de recueillir les signalements, mais de faire de l'autodétection. Donc, voilà, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire pour la plateforme Pharos et pour l'OFAC. Marie Mercier. Merci pour compléter Pharos, pour y être allé. Je pense qu'on peut aussi leur rendre un hommage appuyé parce que psychologiquement, quand on doit continuer sa vie en passant son temps à voir des horreurs qui sont absolument inimaginables, mais y compris aussi pour vous, puisque vous y allez, je pense que c'est un temps important que vous consacrez à ça. Eh bien, peut-être que ça mériterait effectivement qu'ils soient un petit peu plus nombreux. Nous, on s'est souvent posé la question d'élargir le champ de compétences de Pharos par rapport à la pédocriminalité, terrorisme, etc. Et puis, en fait, on a toujours... Enfin, ce qui nous a fait renoncer à chaque fois, c'est les moyens. Voilà, ils sont pas en capacité de faire plus. Déjà, ils sont en sous-capacité par rapport à ce qui est leur charge. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, on aimerait... nous aussi, on milite pour que Pharos soit... doter de tous les moyens nécessaires. Je peux parce que j'ai un peu fait la sauvage, là, j'ai pris le micro comme ça. Non, justement, ça fait un peu le lien parce que moi, vous avez dit tout à l'heure, on passe notre temps à construire des plans d'action avec des priorités. Et alors, vous avez dit, et à les détruire pour y ajouter de nouvelles priorités, je dirais, et à les réadapter peut-être. Et en fait, ça me fait exactement penser à ce que racontent les enquêteurs ou les juges en charge du narcotrafic. C'est-à-dire qu'autant ils détectent des nouveaux moyens et à chaque fois, les narcotrafiquants... Et en fait, sur le narcotrafic, ça s'est conclu, entre guillemets, c'est loin d'être conclu, mais sur une loi spécifique sur le narcotrafic qui prend en compte cette capacité d'adaptation des narcotrafiquants aux outils judiciaires. Est-ce que vous pensez qu'on aurait besoin d'une grande loi équivalente à celle qui a été votée sur le narcotrafic, avec, et là je pose la question à la magistrate que vous êtes, parce que dans la loi de narcotrafic, il y avait quand même un certain nombre de dérogations à certains principes fondamentaux du droit, de la défense en particulier, avec le coffre-fort, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait s'orienter vers une réflexion du même type sur tout ce qui est globalement haine en ligne, pour parler, voilà. Et délinquance numérique, en fait sur la délinquance numérique plus largement. Je crois que c'est une vraie question et elle vous appartient vraiment. Elle pose toute la question, effectivement, là, pour le coup, non plus des plateformes, mais de l'utilisateur. Et je pense qu'il faut se la poser aussi, cette question de l'utilisateur.
Et donc, ça pose la question du pseudonymat sur lequel l'ARCOM n'a pas pris position, parce que d'abord, c'est une question extrêmement complexe. On sait très bien que le pseudonymat, c'est aussi la capacité d'accéder à un espace de liberté dans certains pays où c'est complexe. Bon. Donc, c'est une vraie question qui se pose. Le fait d'intervenir auprès des utilisateurs, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la création du parquet haine en ligne, et qui lui aussi a des moyens restreints, mais essaye d'avoir des actions emblématiques pour faire en même temps de la pédagogie et en même temps de l'intervention, est évidemment une grande question. Après, sur la responsabilité des plateformes, on l'a dit, c'est le niveau européen qui est compétent. En revanche, on vous mettra dans la note qu'on vous envoie un certain nombre de petites propositions qu'on pourrait faire, qui pourraient améliorer quand même nos possibilités d'action. Je l'ai évoqué, c'est d'abord avoir la capacité de faire du scrapping, d'être autorisé à le faire, quels que soient les CGU des plateformes. C'est peut-être, puisque vous êtes compétent pour la détermination de ce qui est contenu illicite, peut-être effectivement d'avoir une intervention qui permette de clarifier dans certains domaines de haine en ligne ce qui est illicite, ce qui ne l'est pas. Après, il y a du judiciaire derrière, hein. Il n'y a pas que les plateformes en ligne. Et donc, les moyens du judiciaire et les textes qui lui permettent d'intervenir sont évidemment fondamentaux. Donc, ça se pose. Je voudrais peut-être juste dire un tout petit mot. C'est la seule question, me semble-t-il, à laquelle nous n'avons pas répondu. C'est ce que Lucille me fait remarquer. C'est celle de l'IA. Juste pour dire que, effectivement, c'est à la fois un moyen et un problème. Le problème, on l'a identifié encore récemment sur l'outil Grok de la plateforme X qui permet de faire des choses. Et on est en train, là aussi, de réfléchir sur ce que cette IA induit. Alors, il y a tout le côté pédopornographique sur lequel il y a des associations qui ont proposé. Je sais que le Parlement s'est emparé de cette question-là parce qu'il y a des trous dans la législation pénale sur ce qui est IA et pédopornographie. Plus largement, il y a toute la diffusion des images sans consentement, sur lesquelles la question se pose de savoir où on pourrait avoir une base de données qui permettrait à une victime de cette utilisation de son image sans consentement de ne pas être obligée de faire 10 000 démarches pour faire retirer. Et là, c'est toute la question. Une fois que quelqu'un a dit « cette image, je ne donne pas mon consentement pour qu'elle soit diffusée », c'est facile. Elle le dit une fois et ça rend illicite cette diffusion. Mais du coup, où peut-on trouver le moyen d'avoir cette base? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on a dans notre spectre et qui ne sont pas simples. Mais il faut le dire aussi, l'IA est un fort outil dont on commence à s'emparer nous-mêmes. Par exemple, ça nous permet de calculer le temps de parole des femmes et de se rendre compte que pour un nombre égal de femmes et d'hommes en plateau, on ne sait pas pourquoi il y a un gap quand on calcule le temps de parole par l'IA. Et c'est ce qu'on commence à faire dans les études qu'on a à notre charge. Oui, après, avec toutes les limites que comporte l'IA, par exemple, là, sur l'étude masculinisme, on a entraîné un modèle et on a essayé de faire du few-shot learning, c'est-à-dire qu'on donne une vingtaine d'exemples au modèle et le modèle est censé catégoriser lui-même, on le laisse faire. Il s'avère qu'on se rend compte que ce n'est pas conclusif, il faut vraiment une intervention humaine derrière. Donc voilà, l'IA, on l'utilise pour récupérer un certain nombre de données, mais après, il faut vraiment relire derrière, notamment avec toutes les subtilités que comportent les propos haineux. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour cette audition, parce que c'était vraiment très riche. Hein. Nous sommes évidemment preneuses et preneurs de vos propositions. D'écrire, c'est toujours très compliqué, parce que plus on décrit, plus quand c'est à côté, bah, du coup, on considère que c'est pas dedans et on ne sait pas poursuivre. Vous voyez, le problème des podcasts, par exemple, bah, effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé. Et donc, ça nous met dans une impasse. Alors que moins on décrit et plus on peut poursuivre en laissant au magistrat la liberté de considérer si effectivement c'est licite ou illicite. Mais bon, on comprend que c'est vraiment... ce monde est complexe. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, de toute façon, aidera, mais ce n'est qu'une aide, puisque l'intelligence artificielle n'a pas cet esprit aussi complexe
que ça. Donc, merci beaucoup. Nous attendons avec impatience donc, le 12 mars et la remise de votre rapport. Vu que c'est que sur les propos écrits, déjà tout ce que vous direz, ça montrera l'étendue et l'ampleur de la chose, parce qu'on sait que c'est pas là que c'est majoritairement qu'on y trouve des contenus masculinistes. Donc voilà, à suivre. Nous remettons notre rapport au mois de juin, nos 2 rapports au mois de juin, que ce soit sur les jeux vidéo et sur les masculinismes. Jeux vidéo où effectivement... dès qu'il y a un chat, c'est ce qu'on disait, et dès qu'il y a une voix féminine, elles se font immédiatement harceler et donc elles ne vont jamais, elles évitent d'avoir à prendre la parole parce que sinon elles se font détecter. Et moi j'ai un peu de mal à comprendre et c'est pourquoi je vous rejoins. L'éducation est quand même la base et l'éducation au respect avant tout. En tout cas, merci beaucoup.